Voilà, pour ouvrir cette session, j'ai le plaisir de donner la parole à professeur Abdelrazak Al-Albani, que je vais vous présenter brièvement. Professeur Al-Albani est géologue, il est professeur à l'Institut de chimie des milieux et matériaux de l'Université de Poitiers. Ses recherches ont profondément transformé notre compréhension des origines du vivant. En 2010, il a mis en évidence au Gabon des fossiles macroscopiques datés de 2,1 milliards d'années. Et cette découverte a donc repoussé l'apparition de la vie multicellulaire de plus d'1,5 milliard d'années. Il mène actuellement des travaux au Maroc où il explore des sites fossilifères. Et aujourd'hui, il va donc nous parler de l'histoire du vivant depuis ses premiers organismes multicellulaires jusqu'à notre époque, l'Anthropocène. Peut-être qu'on aura le temps d'explorer ça un peu. Voilà, donc je lui laisse donc la parole. C'est à vous, professeur. Merci pour cette invitation. C'est un plaisir et un honneur pour moi d'être ici pour vous parler un petit peu. Je suis géologue, hein, soyez pas surpris, on est un monde à part. Alors évidemment, toujours la question qui se pose concernant l'âge de notre planète. Alors, on va pas aujourd'hui trop épiloguer sur les différents débats qui ont eu lieu depuis très très longtemps par rapport à tout ce qu'on sait sur notre planète. Voilà, alors on voit bien que 15e, 16e, 17e siècle, une personne nous dit la Terre a été créée le 23 octobre à 9h avant Jésus-Christ, à 9h du matin, 4004 avant Jésus-Christ à 9h du matin. Alors évidemment, on peut y croire ou pas, ça c'est après c'est libre à chacun de se lancer dans ses croyances, ça voilà. Après, si on veut être un peu plus sérieux, l'âge de notre planète, il est aujourd'hui établi à peu près 4, alors on va dire on n'est pas loin de 4,6 milliards d'années, c'est quand même très différent. Mais ça, c'est la science et les faits qui ont permis d'aborder ces datations et cet âge précis. Donc, vous vous rendez compte, c'est quand même énorme. 4,5, 4,6 milliards d'années, c'est quand même pas rien. Alors, évidemment, on ne peut pas parler de l'histoire de l'évolution, de l'histoire de la Terre, de l'histoire de la complexité du vivant sans évoquer quand même Charles Darwin. Charles Darwin, bon, vous le connaissez, l'histoire de l'évolution. Charles Darwin s'est entouré de géologues parce que lui-même n'était pas un géologue, c'était un biologiste naturaliste. Il a commencé ses études d'abord en faisant de la théologie, puis après il a dit bon, il y a quelque chose qui ne va pas, et puis il a changé de parcours. Et puis il est parti vers la biologie, vers la géologie, la biologie, on va dire, il est devenu naturaliste. Mais ce qui est très intéressant avec Charles Darwin, dans son esprit était pluridisciplinaire. Donc il s'est entouré des gens qui maîtrisent, voilà, la géologie, j'allais dire mieux que lui, parce qu'il ne l'était pas. Alors, ce que je vais faire pour résumer un petit peu le propos, ce que vous voyez ici, vous avez un cercle en face de vous, et alors ce cercle, qu'est-ce qu'il nous montre? Il nous montre notre position à nous, ils sont dans la partie, dans le haut du cercle, dans la pointe du cercle vers le haut, et si vous faites une marche arrière depuis 0, c'est-à-dire depuis aujourd'hui, vous faites une marche arrière, vous revenez jusqu'où l'autre partie du cercle, on est à 4,500 et quelques milliards d'années, c'est quand même beaucoup. Donc vous voyez que nous, on représente pratiquement pas grand-chose. Sur ce cercle-là, qu'est-ce que j'ai représenté? Les différentes périodes géologiques. Donc ça, vous n'êtes absolument pas censé de les connaître par cœur, c'est pas l'objectif. Mais surtout, ce qu'il faudrait retenir, c'est que si vous renez, bon, les dinosaures, vous savez ce que c'est, je ne vais pas vous apprendre grand-chose. Vous les voyez sans quelque part par là. Vous voyez également une période autour de 580 millions d'années. C'est une période quand même qui était charnière, qui est toujours charnière, parce qu'il a été toujours considéré comme la période de la première émergence de la multicellularité, d'une vie pluricellulaire, complexe. Et vous voyez de 585, 542, ce qui est en bleu, et vous faites marche arrière, vous arrivez à 2,1 milliards d'années. D'accord? Il y a quand même un chemin, il y a environ 1,4 milliard d'années. Et donc, cette période-là, on en parlera tout à l'heure, ça représente l'émergence au préalable d'un autre système biologique plus complexe. Donc, ça change tout. Et puis, si on fait encore marche arrière, on va revenir jusqu'à 3,5 milliards d'années. Et là, on est sur les toutes premières traces du vivant découvertes sur cette planète, représentées par des bactéries que je vous montrerai tout à l'heure. Donc, vous voyez que et on n'est pas encore rendu à 4,5, 4,6 milliards d'années. Donc, les temps géologiques, évidemment, sont très, très difficiles à appréhender et c'est comme ça. Alors, vous voyez, ce que j'ai mis là-haut, c'est une flèche rouge. Alors, pourquoi cette flèche rouge? Parce que c'est sur cette flèche rouge, 530, 540 millions d'années, sur laquelle Darwin va se baser pour établir l'histoire de l'évolution. Voilà. Donc, ce qu'il a observé à travers toutes les études qu'il a pu mener à différentes quatre coins du globe. Alors, ce qu'il nous propose Charles Darwin, c'est une histoire de l'évolution qui est graduelle, hein, qui est progressive.
Donc ça, c'était l'état d'esprit de l'époque. Mais Charles Darwin, d'abord, il n'avait pas d'idée précise. Lui-même, il ne savait pas qu'il était l'âge précis de la planète Terre. Il ne savait pas. Donc il y avait tout un tas, on ne va pas entrer là-dedans parce qu'il y a tout un tas de travaux préalables. Mais dans sa tête à lui, c'était voilà, quelques dizaines de millions d'années ou quelques centaines de millions d'années, mais il n'était pas sûr. Entre son volume 1 et son volume 3, il a changé d'avis. Mais le pauvre, à cette époque-là, les techniques n'étaient pas assez évoluées, assez développées. Donc, il n'était pas très sûr. Mais si on regarde bien aujourd'hui, toute cette partie-là, entre 530 millions d'années jusqu'à, on va dire, 4,5, il manque quand même 4 milliards. La Terre ne va pas rester stagnante, figée sur 4 milliards d'années. Alors justement, il est pas fou, hein, et c'était quelqu'un d'extrêmement visionnaire, bienveillant, il réfléchit, puis bon, il se pose la question, il dit comment ça se fait que sur certaines couches géologiques, je vois des choses, et plus bas, je ne vois rien, c'est-à-dire ce qui est plus ancien par rapport aux périodes géologiques qui l'intéressent, ben, il trouve rien, donc il s'inquiète, il se pose des questions, et pourquoi sous nos pieds, c'est-à-dire plus vieux, il y a rien. Bon. Alors ça, c'est une question qui est restée ouverte dans sa tête à lui jusqu'à sa mort. Alors évidemment, bah voilà, 1859, il publie, voilà, vous connaissez ce livre, Les origines des espèces, et bon, ça fait tout un tollé dans la communauté scientifique et la communauté religieuse qui n'a pas trop apprécié le truc. Et en fait, c'était très intéressant parce que au moins, il arrive à nous proposer quelque chose, certes, focalisé sur une partie du temps qui est celle-ci, ce que j'ai mis en vert, hein, donc ça représente à peine 25% de l'histoire de la planète, mais quand même, il propose quelque chose. Alors évidemment, il lui manque toute cette partie-là. Et là, on va revenir sur l'idée de dire, est-ce qu'effectivement, tel que Charles Darwin l'a proposé, l'histoire de l'évolution, c'est quelque chose de graduel, ou c'est quelque chose qui est plutôt, on va dire, en marche d'escalier, saccadé, avec des périodes d'émergence et des périodes de crise. Donc en fait, évidemment, encore une fois de plus, je ne vais pas trop m'étendre sur le détail de la conception darwinienne, mais comme je viens de le dire, elle s'appuie sur le gradualisme. Elle s'appuie sur le gradualisme tout en sachant qu'on se base que sur une partie de l'histoire de la Terre. Il nous manque tout le reste. Et voilà, il décrète ça, il dit bah, il faudrait quand même intégrer, si vous voulez, comment dire, adhérer à ma théorie, bah, il faudrait intégrer ça. Voilà. Donc il reconnaît un petit peu les limites de ce qu'il a pu montrer. Donc maintenant, ce problème de ce qu'on appelle le vide précambrien, alors évidemment, si vous n'êtes pas dans le domaine, vous ne savez pas ce que c'est, mais tout simplement la période de 4 milliards d'années que Darwin n'a pas pu voir, parce que c'est quand même des intervalles de temps très importants. Plus c'est vieux, moins c'est bien conservé. Bon, bah voilà, donc pour trouver un registre biologique qui tient la route, bah, c'est compliqué. Donc pour lui, c'est très difficile, et puis il s'arrête à ce qu'il a vu. Donc on va rentrer et on va essayer de comprendre Charles Darwin dans son histoire de l'évolution et comment la vie s'est mise sur cette planète, dans quelles conditions, complexité, multicellularité. Et puis, bah, il s'est basé sur des chantiers qui sont en excellent état de conservation, parce que nous, les géologues, de toutes les manières, si on n'a pas la matière en main, si on n'a pas des objets en main, eh bien, c'est très difficile. Il nous va nous falloir des objets biologiques qui sont en bon état de conservation. Et un objet biologique en bon état de conservation dans des roches sédimentaires, des argiles ou des sables, des choses comme ça, eh bien, ça court pas les rues, surtout quand c'est très ancien. C'est pour ça que les géologues sont des enquêteurs, en fait. On joue le rôle de policiers, on met des enquêtes pour savoir ce qui s'est passé. Pour appréhender l'avenir, ben, il faudrait comprendre un petit peu ce qui s'est passé avant. Et là, vous avez le fameux principe de la boîte noire. Alors, c'est pas vraiment très joyeux ce que je vais dire, mais quand on a un crash d'avion, ce qui reste, c'est la boîte noire. C'est cette boîte noire qui va nous dire en fait ce qui s'est passé pendant la durée de ce vol et pourquoi il y a eu ce crash. Donc, on va chercher des informations. Vous n'étiez pas là il y a 500 millions d'années, vous n'étiez pas là il y a 1 milliard d'années, moi non plus. Donc, on va essayer de faire parler ces roches qui sont en bon état de conservation, et s'ils sont en bon état de conservation, ils vont nous livrer un message qu'on va pouvoir étudier. Donc, le principe de la boîte noire, ça veut dire juste trouver des sites en bon état de conservation. Et vous voyez, voilà, donc Darwin, il va s'appuyer sur un site très célèbre dans les Rocheuses au Canada, qui porte un nom, Burgess. Et donc, dans ce site-là, il va voir énormément de faune, extrêmement diversifiée. On a une révolution biologique, c'est comme ça que c'est décrit, et c'est autour de 510 millions d'années, à peu près. Voilà. Donc, il va voir une vie qui est vraiment, qui va passer d'un stade
je dirais, statique à un stade dynamique, la course aux armements parce qu'il y a des prédateurs. Donc, lui, son repère zéro, c'est ça. Donc, il ne voit pas ce qui est plus ancien. Alors, les Rocheuses, c'est un site extraordinaire, c'est un site extrêmement bien préservé. Vous n'avez pas le droit de prélever 1 mg de roche, mais c'est un site qui livre énormément de choses. Vous voyez les géologues qui sortent des magnifiques objets Marella ou des trilobites, peu importe, des objets parfois énigmatiques, mais il y a une diversité. Et lui, il se base là-dessus. Et donc, en fait, il ne voit que à ce moment-là, on a une émergence d'une vie complexe, multicellulaire, organisée, mais tout ce qui est plus vieux, il ne le voit pas. Alors, ce que vous voyez là, c'est les Rocheuses. Les Rocheuses, c'est un site qui est en bon état de conservation, 510 millions d'années au Canada, et c'est le repère de Darwin. Il se base là-dessus. Voilà. Donc, on voit les géologues en train de travailler. Vous voyez, ça coupe. Et l'objectif derrière, c'est de sortir des informations de ces roches sédimentaires. D'accord? Donc, en fait, l'information, elle est emmagasinée dans ces roches. Et vous allez voir, on n'utilise pas c'est quand même de la massette, c'est quand même du marteau, c'est quand même. Donc voilà, on va essayer de sortir des choses. Regardez, ça c'est une animation, voilà, on fait d'illustration, de vulgarisation, mais il trouve des choses extrêmement bien conservées. Le seul petit défaut, si je peux me permettre, de Burgess, c'est que la totalité des objets biologiques qui ont été découverts, qui sont sortis de ces roches, magnifiques d'ailleurs, sont aplatis. Ils ont subi une grosse compaction parce que plus c'est ancien, plus c'est dur, plus c'est aplati. Et donc, on n'a pas une conservation 3 dimensions. Donc, on va aller voir ailleurs. Et on va arriver au Maroc. Et le Maroc également, sur la même période sur laquelle Darwin s'est appuyé, montre des jolies formations géologiques qui sont datées de 515 millions d'années. Alors, vous voyez, on est quand même sur la période darwinienne. Et donc, le Maroc, à cette époque-là, écoutez, présente des formes de vie, comme on peut le voir ici. Alors, ça porte un nom pour les gens qui ne le savent pas, c'est trilobites. Pour imager, ça ressemble à des petites crevettes, ils sont de petite taille. Et vous voyez le détail, magnifique. On a tous les détails, on a la carapace, on a les petites pattes, on a tout ce qui est branchi. On a un détail de préservation, rappelez-vous, par rapport à Burgess, en 3 dimensions. Burgess est aplati. Là, on a les objets biologiques en 3 dimensions. Et voilà la même vue latérale que vous voyez ici. Alors, ce que vous voyez là, c'est une image obtenue par microtomographie. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un scanner. Vous allez chez le médecin, vous faites un scanner, on va scanner le cœur, le cerveau, le foie, et on va vous montrer l'organe en 3 dimensions. À l'Université de Poitiers, on est équipé je vais vous le montrer tout à l'heure, d'une machine qui nous permet de voir les objets en 3 dimensions. Alors, évidemment, la question qui se pose, mais pourquoi on a une telle conservation et pourquoi elle est exceptionnelle? Alors, le seul moyen de le faire, on va le faire d'une manière pédagogique, et je vous montrerai une petite animation 3D. Et en fait, ces organismes, ils sont piégés dans des cendres volcaniques. Donc, vous voyez, là, on est passé par la microtomographie, on a scanné le bout de roche, et quand vous le scannez en 3D, c'est fidèle. Là, il n'y a pas d'intelligence artificielle ou quoi que ce soit. Là, c'est du réel. Hein. Si on scanne votre cerveau, votre cœur, on va voir votre cerveau, votre cœur. On ne va pas voir un cœur que l'intelligence artificielle a créé. Non. Donc, ce que vous voyez là, c'est tous les détails du scanner. On voit par exemple le tube digestif, on voit l'estomac, on voit le cerveau, on voit les lèvres, parce qu'ils ont des lèvres, ces bestioles. Et donc, on voit des détails qui sont exceptionnels. Pourquoi? Parce que tout ça a été préservé dans des cendres volcaniques. Ce travail, je me permets, ce n'est pas question de faire de la pub dans mon université, on a obtenu la couverture de Science. Pourquoi? Parce que c'est la première fois où on obtient une conservation 3D avec des détails extrêmement minutieux à l'âge de la microscopie. Mais vraiment à l'échelle du microscopique. Donc ça, c'est vraiment exceptionnel. Et là, on a de l'information. Et à partir du moment, la fameuse boîte noire, elle est là. À partir du moment où on a les choses qui sont conservées en 3D, ça nous facilite la vie pour essayer, détailler, apporter des arguments sur l'histoire de la vie sur Terre. Alors maintenant, on va s'intéresser à toute la période que Darwin n'a pas pu voir, parce que la question, elle est là. Hein. Il lui manque 4 milliards, oui, d'accord, mais parce que c'est compliqué, il n'a pas pu voir. Mais qu'est-ce qu'on peut nous, depuis l'époque, apporter par rapport à ce fameux vide précambrien que Darwin n'a pas pu voir? Alors pour cela, il faut que je vous montre un petit résumé rapide de notre, ce que j'appelle la petite histoire, mais c'en est une grande. Hein. Notre planète, au moment de sa formation, comme vous pouvez le voir ici, vers 4,5 milliards d'années, c'était des océans de magma, et pas du tout hospitalière. Hein. La vie n'existait pas à cette époque-là. On ne peut pas avoir une vie sur des océans de magma à 1000 degrés, 1200 degrés, impossible. Mais cette planète évolue, ce qui est normal.
et on va la voir passer d'un système qui est extrêmement chaud, extrêmement en ébullition, de la roche fondue, et on va voir se fabriquer l'hydrosphère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des océans, de l'eau qui commencent à s'installer, et donc c'est très bien, on est en train de préparer le terrain pour le vivant. Et le vivant va arriver vers 3,5 milliards d'années avec les premières traces de vie. Alors je ne parle pas de tout ce qui est chimie prébiotique, hein, ça c'est autre chose, c'est-à-dire les briques du vivant qui vont emmener à cette bactérie. Et donc les bactéries vont apparaître vers 3,5 milliards d'années. Et alors il y a deux choses qui vont se passer à cette époque-là, qui vont être, c'est vraiment crucial pour notre planète. La planète va subir une grosse glaciation vers 2,4 milliards d'années et la Terre va être boule de neige, on l'appelle comme ça. C'est-à-dire on a trouvé partout dans le monde des traces de glaciation, mais partout, donc c'est pour ça qu'on a dit que c'est une glaciation globale. Et donc la Terre est rentrée dans une espèce de crise planétaire, si je peux le dire, et du coup ça va se figer pendant très très longtemps. Sauf que, une fois cette période de glaciation est terminée, on va rentrer dans une période de fonte de glace, et qu'est-ce qui va se passer? Et là on va déclencher un mécanisme extraordinaire qui s'appelle la photosynthèse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez produire de l'oxygène. Et l'oxygène, il va venir de quoi? Il n'y avait pas d'arbres, il n'y avait pas de végétation, ça va venir de micro-organismes qu'on appelle les cyanobactéries. C'est des petites bactéries de petite taille, on l'appelle parfois les algues bleues, enfin voilà. Et c'est ça l'origine de l'oxygène que vous respirez aujourd'hui, d'accord? À partir du moment où on a cet oxygène, à partir du moment où on a un changement au niveau de l'écosystème, eh bien le vivant va commencer à dire, écoutez, il y a 3,5 milliards d'années jusqu'à 2,4, c'est que des bactéries. Eh bien, il faudrait que le stade cellulaire passe de bactéries à une cellule plus sophistiquée. Vous, moi, nous sommes composés de cellules qu'on appelle eucaryotes. Si vous ne savez pas ce que c'est pas grave. C'est-à-dire, on est formé de cellules avec un noyau, une membrane, mitochondrie. Enfin, nous sommes en tas de pluricellulaires complexes, organisés. Eh bien, il faut savoir à quel moment on passe du stade prokaryote, c'est-à-dire bactérie, vers un stade d'une cellule plus évoluée, si je puis dire, avec tout le respect que j'ai pour les bactéries. Eh bien, il va se faire à ce moment-là. Et c'est ça qui est important. C'est ça qui va déclencher tous les mécanismes de coopération cellulaire pour passer de l'unicellulaire au pluricellulaire. Et là, on va rentrer dans la complexité du vivant. Ce même phénomène, il va se produire vers les 600 millions d'années. Hein, donc là aussi, Terre boule de neige, parce que la Terre, elle est dynamique, hein, et la tectonique des plaques, voilà, ça bouge. Hein. Eh bien, la même chose, vous allez avoir les mêmes conséquences suite à cette glaciation. Bien. Donc maintenant, on va voir l'état de la biosphère non observé par Darwin. Hein. J'insiste parce que, voilà, c'est pas un reproche à Darwin, absolument pas, aucune prétention de lui reprocher quoi que ce soit, mais de dire juste, il y a des choses qu'il n'a pas pu voir et voilà, les choses évoluent. Donc, la question majeure qui est la pluricellularité. À quel moment on va passer d'un stade primitif, unicellulaire bactérien, vers un stade plus évolué qui va ouvrir la voie à la pluricellularité et à l'émergence d'une vie complexe. Il faut que ça démarre à un moment ou à un autre. Et là, on est dans le milliard, on n'est plus dans le million, on est dans le milliard. Okay. Alors, d'abord, il faut qu'on se mette d'accord sur ce que c'est la pluricellularité. Il faudrait qu'on sache ce que c'est. D'abord, c'est l'individualité et la complexité, la croissance coordonnée. Vous avez également la taille plus ou moins importante. Hein. Vous avez la diversité. Vous avez une émergence de 600 millions d'années. Vous avez vu, j'ai pas mis 2 milliards d'années. Ce que vous voyez là, c'est l'état de l'art de nos connaissances. Quand on a commencé le travail en 2000, juste avant 2010, c'était ça qui était écrit dans tous les bouquins, 600 millions d'années. Mais avant 600 millions d'années, c'était 500 millions d'années ou 540, c'était Darwin. Donc, vous voyez, l'état d'esprit des chercheurs change au gré des découvertes. Et alors, si je veux illustrer un petit peu nos connaissances sur l'histoire du vivant pendant toute cette période-là, vous voyez bien que j'ai mis les premières traces de bactéries à première 3,5. Vous avez quelque chose qui s'appelle la petite deuxième étoile rouge vers 1,5 milliard d'années, s'appelle des Grippania spiralis, on montrerait ça tout à l'heure. Et puis, vous avez l'explosion vers 600 millions d'années. Et par la suite, vous avez l'explosion qui permet à Darwin d'établir l'histoire de l'évolution. Donc, vous voyez, c'est presque vide. En tout cas, c'est très, très sommaire. Et on va essayer d'illustrer tout ce qui a été trouvé. Alors, 3,5 milliards d'années, même aujourd'hui, voilà ce qu'on trouve. Des bactéries. Ce que vous voyez là, ce sont des filaments bactériens. Ces filaments bactériens, regardez la taille, sont invisibles à l'œil nu. Donc, on est à l'échelle de la microscopie. Et donc, c'est tout ce qu'on a il y a 3,5 milliards d'années. Et alors, une découverte importante qui a été faite par des Belges de Liège, ils ont trouvé des cellules en Afrique du Sud qui font 200 microns, mais pareil, invisibles à l'œil nu, mais bon, ça ressemble à ça. Bon,
L'interprétation était, on va dire, un petit peu vague parce que c'est quand même très vieux. Alors, ils ne savent pas trop, ce sont des grandes bactéries, ce sont des algues. La question restait ouverte, mais en tout cas, ils ont le mérite d'exister. Le fameux Grippania spiralis, c'est ce que vous voyez là. Ça fait une spirale, c'est du carbone, ça ressemble toujours à la même chose. Et c'était débattu, on ne sait pas trop si c'est des bactéries ou des algues, ça fait beaucoup de débats, mais ça ne sait pas trop ce que c'est. Et puis, vous avez quelque chose à 1,6 milliard d'années, vous voyez, on est dans le milliard, des petits tubes qui font 1 millimètre. On les voit très bien en 3D parce qu'ils ont été scannés, magnifiques, par notre collègue et ami Stéphane Bengtsson. Sauf que le collègue, il ne sait pas ce que c'est. Et voilà, c'est ça la difficulté. Alors, il se dit, bon, c'est biologique, on est bien d'accord, mais il ne sait pas si c'est des cyanobactéries, des algues ou des champignons. Bon, mais ça a le mérite d'exister, on est quand même à 1,6 milliard d'années. Alors, les collègues chinois, ils ont fait une publication, ils ont trouvé des choses qui sont autour de 1 milliard d'années. Ce que vous voyez là, c'est magnifique, ce sont des algues vertes, ils appellent ça vert, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, dans la roche, c'est comme ça. Et ils ont interprété ça comme des organismes pluricellulaires. On est à 1 milliard. Donc, vous voyez, ça se remplit, hein. On n'est plus à 540, mais on est sur le milliard. Et puis, bah, vous avez la fameuse et vraiment très diversifiée faune des Diacara. Ça a été trouvé en Australie. Ça, c'est les années 60. Voilà, ça a été débattu au départ. Et maintenant, ils existent. On trouve énormément de choses. Bon, voilà. Donc ça, c'est la pluricellularité qui a été considérée à autour de 600 millions d'années. Et l'histoire gabonaise n'existait pas. Alors, on va voir le Gabon. Alors, l'histoire gabonaise, on aura l'occasion peut-être d'en parler lors du débat, mais on est arrivé au Gabon pour faire un travail de géologie, avec en tête l'état de l'art de tout à l'heure, à savoir qu'il n'y a absolument rien sur des périodes de temps. Le Gabon, c'est 2,1 milliards d'années. Alors, le Gabon, bon, je pense que vous le savez, on est voilà, sur l'équateur, marge ouest africaine. La carte géologique, elle est là. Je ne veux pas trop détailler, c'est des couleurs. Les couleurs, c'est des couches. Chaque couche a un âge précis. Et le cercle bleu, c'est là où on travaille, nous. Ça correspond à un bassin qui se trouve dans le sud-est du Gabon, pas loin de la frontière avec le Congo, et il a un âge autour de 2,1 milliards d'années. Déjà, quand on arrive là-bas, on s'attend absolument pas à trouver quoi que ce soit de biologique parce qu'il est écrit que tout est limité à 600, voire 500, mais avant, il n'y a rien. Alors, vous êtes au Gabon, le Gabon, c'est un pays équatorial, il pleut, il y a beaucoup d'humidité, et nous, on travaille dans une carrière, et bien, il faut commencer par ça. Voilà, donc on commence d'abord par nettoyer, enlever de la roche. Et regardez le taux d'humidité, hein. On est à 95% d'humidité, donc il faudrait qu'on arrive à quelque chose qui soit comme celle-ci, hein, ces 5 mètres. Ce que vous voyez là sont des niveaux d'argile très 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 fines. Alors moi, je les ai assimilés à des pages d'un livre de la complexité du vivant, parce que tout ce qu'on va trouver vient de ces 5 mètres de roche finement laminée, comme on peut le voir ici. C'est une photo drone. Donc ça vous donne une idée sur à quoi ressemblent les roches dans lesquelles on trouve ces magnifiques objets biologiques. Alors, le registre biologique, au départ, voilà ce que vous allez trouver, sachant que dans votre tête, quand vous avez débarqué sur ce terrain-là, à 2 milliards d'années, il n'y a absolument rien. Donc, vous allez trouver ça. Alors, quand vous allez trouver ça, vous allez vous poser la question, mais ça ressemble à quoi? Ben, ça ressemble à rien de ce qui est connu, par exemple, dans le Cambrien de Charles Darwin. Voilà. Donc, vous en faites quoi? Mais vous en trouvez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et vous avez 2 solutions. La première, c'est de les travailler, de les emmener, de les étudier. La deuxième, c'est de les laisser sur place, comme ils ont fait les prédécesseurs qui sont passés par cette carrière. Nous, on a eu on va dire, la curiosité de ramasser les premiers spécimens. On les a emmenés à Poitiers et on s'est dit, bon, tant qu'à faire, on va essayer de comprendre c'est les anglo-saxons qui ont inventé ce mot, la biogénicité, prouver que c'est du biologique. Du coup, pour le savoir, on commence par la morphologie. Et comme je disais tout à l'heure, à l'Université de Poitiers, on a ce qu'on appelle, c'est un scanner, hein, pour résumer, ce microtomographe, il pèse 5 tonnes, hein, et il nous permet de voir ça. Donc, vous avez l'objet à gauche qui est l'objet, on va dire, naturel. À droite, vous avez tout ce que l'imagerie 3D va vous donner. Donc là, vous allez voir des détails qui ne sont pas visibles à l'œil nu. En plus, la chance qu'on a, c'est que ce sont des objets macroscopiques, vous pouvez les voir à l'œil nu, et pluricentimétriques. Alors, si vous vous amusez avec le logiciel qui nous permet d'illustrer, de mettre en valeur, vous allez voir des détails comme ce que vous voyez ici. Mais on peut aller plus loin. On peut aller plus loin. Si l'animation veut bien marcher, vous allez voir qu'on peut aussi faire de la 3D. Et donc, voilà. Et j'espère que ça va marcher. Ce que vous voyez là, c'est le spécimen qui a fait la couverture de Nature. C'est celui-ci.
sur son support. Et avec la microtomographie, vous allez avoir tout un volume de radio, comme chez le médecin. Et si vous mettez tout ça en volume avec un logiciel qui s'appelle Aviso, vous pouvez l'acheter, hein, eh bien, vous pouvez vous amuser à faire ça. Et quand vous faites ça, c'est pas juste pour faire joli, hein. Derrière, il y a de la pédagogie. Puisque vous parlez d'une vie complexe, organisée, pluricellulaire, eh bien, il faut voir, par exemple, la partie centrale, pourquoi elle est plissée. Mais sur la bordure, on a cette espèce de fabrique radiale autour qui se limite juste à la partie périphérique. Donc là, on a le droit de se poser la question, si on est sur des objets biologiques ou pas biologiques. Alors, on utilise un terme biotique, abiotique, biologique, pas biologique. Et donc, en fait, on utilise différentes couleurs pour voir le détail de la 3D. Par exemple, on peut couper. Attention, on coupe virtuellement. Donc, on se balade latéralement et on va suivre toute la partie fabrique radiale et on voit qu'elle est juste limitée à la périphérie. Donc, c'est la magie de la microtomographie, donc le scanner, qui nous permet d'apporter plein d'informations morphologiques. Mais en plus, pour tout vous dire, mais je ne le présenterai pas parce que c'est pas le moment ni le public, on a fait énormément d'autres études parce que le vivant, nous, on laisse des traces chimiques dans les roches. C'est-à-dire, si demain vous n'êtes plus là, vous allez laisser relarguer dans la roche les éléments chimiques dont vous êtes constitués, matière organique. Et ces éléments chimiques, on viendra plusieurs millions, voire milliards d'années, avec un peu de chance, on peut les retrouver. Donc, si je continue, je vais vous montrer la diversité. La diversité, vous voyez ici, on est deux spécimens avec une partie lobée et une partie, comme vous pouvez le voir, ça ressemble à, on va faire simple, hein, c'est des textures médusaires, on est sur 2 cm pour chaque objet. Vous avez des objets comme celui-ci qui est très allongé, qui fait à peu près 6 cm, donc on est sur le visuel observable à l'œil nu. Vous pouvez avoir celui-ci fait 18 cm. Je vous montre que quelques exemples parce qu'on n'a pas le temps, on aura l'occasion une autre fois, j'espère. Mais tout ça pour dire qu'on a aussi quelque chose qui a été interprété, publié, bien entendu, comme des formes de vie planctoniques, c'est-à-dire ça flotte dans la colonne d'eau, dans l'océan, et ça ressemble à ces formes-là, vous les voyez, circulaires. Ils font 2,5 cm, parfois 4 cm. Et en fait, quand vous les regardez en microtomographie, encore une fois de plus, vous allez croire que j'ai des actions en microtomographie, pas du tout. Eh bien, ça ressemble à ces petites soucoupes volantes. Et on a pu imager ça par une artiste très brillante brésilienne. Et voilà, ça ressemble à ça. Donc, on a pu montrer que ces organismes, ils ont vécu dans la colonne d'eau, mais une fois ils sont piégés par les petites particules fines, hop, ils tombent sur le fond, et puis on les trouve un peu partout, il y en a plein, et on a énormément travaillé là-dessus, donc je vais passer le détail parce qu'on n'a pas le temps aujourd'hui, mais ça vient compléter le registre. Et à côté de ces formes planctoniques, on a d'autres formes planctoniques, hein, c'est ce que vous voyez là, ces petites crêpes. Ces petites crêpes, ils font à peu près 50 microns, hein, c'est microscopique, et ça vit dans la colonne d'eau. Nous, on les a interprétés comme des algues ou des bactéries de type cyanobactéries. En plus, on a trouvé du mouvement, on a une vie en mouvement. Eh bien, si vous regardez ici, vous avez 2 objets en empreinte contre empreinte, il fait 12 cm. Et alors, encore une fois de plus, pour illustrer, j'aime bien montrer la 3D parce que moi, ça vaut tout le blabla que je peux vous raconter. Donc là, vous avez un bout de roche, un vrai bout de roche que nous avons scanné. Et quand vous le passez au tomographe, vous avez la liberté de faire ce que vous voulez. Donc on enlève l'encaissant et on voit ce qu'il y a à l'intérieur. Et là, on a été surpris. À l'intérieur, vous avez des tubes. Et ces tubes, ils se baladent. Il ne suffit pas de le dire, hein, il faut le prouver. Et donc, en fait, au-dessus de ces tubes, vous avez des niveaux. Vous les voyez, hein, ces petites couches jaunâtres. Ce sont des tapis bactériens. C'est des bactéries. Alors, ils ne sont pas là par hasard. Hein. Si ces tubes sont à côté de ces tapis bactériens, c'est parce qu'il y a une raison. Soit ils leur apportent de la nourriture, soit ils leur apportent de l'oxygène. Parce que les bactéries, ça apporte de l'oxygène quand on a des cyanobactéries. Et vous voyez, on est en train de couper virtuellement et vous voyez que le tube est fait ça. Donc on coupe comme si vous coupez vers le centre de l'écran et ça bouge, ça descend, ça suffit pas. Et donc il a fallu qu'on regarde un peu le suivi 3D à l'intérieur du tube. Donc grâce à ce logiciel, le savoir-faire des collègues à l'université de Poitiers, eh bien on peut balader la caméra à l'intérieur, voilà, et on a un ingénieur de recherche avec qui je travaille depuis très très longtemps, Arnaud Mazurier, et on s'amuse à regarder à l'intérieur. Et ça c'est exceptionnel parce que vous allez suivre la même trajectoire que ce vivant il y a 2,1 milliards d'années. Exactement la même trajectoire. Et donc, vous pouvez à la limite suivre la trajectoire et voir à l'extérieur. Et on trouve ça, bon voilà, donc ça a été publié dans les comptes rendus de l'Académie des sciences américaines.
tout ce que je vous montre là a été publié. Hein. Il n'y a pas de rien de voilà, si c'est pas publié, je le montre pas. Il y a des choses que j'ai pas publiées qui sont là, mais la plupart sont publiées. Voilà. Donc là, on a pu montrer qu'il y a une vie en mouvement déjà de. Donc vous voyez bien que on est passé du benthique, on est sur du planctonique, mais on a aussi du mouvement. Donc la vie, elle a commencé déjà à se diversifier il y a déjà pas mal de temps. Donc si je résume le registre biologique, et qui est complexe et organisé, on a des formes lobées, des formes allongées, des formes tubulaires, subcirculaires, on a des trucs en chapelet, on a tout un tas. Et on a 8000 spécimens maintenant qui sont exposés chez nous à l'université de Poitiers. Donc la question est, comment ça s'est fait tout ça? Parce que la question, ce n'est pas seulement de dire on a une vie, mais il se pose la question, il vient d'un parc national gabonais, je l'ai pris en photo, il est en photo, il est magnifique. Eh bien, la vie, elle va pas se développer dans tout et n'importe quoi. Il faut un contexte particulier. Et ça va dépendre beaucoup des conditions physico-chimiques du milieu. Donc, c'est important de le garder à l'esprit. Et là où ça va se passer, c'est les océans. Donc, c'est là où on a les grandes manifestations, j'allais dire, biologiques. Et à cette époque-là, si vous regardez cette courbe, ça, c'est la courbe d'oxygène de notre planète Terre. Hein, d'accord? À 4, au début, vers 4 milliards, on n'avait pas d'oxygène. Je l'ai dit tout à l'heure, l'oxygène, il va augmenter pour la première fois après la sortie de glaciation. Donc à 2 milliards, regardez la courbe bleue, on est au sommet, le premier pic, la première fois de l'histoire de cette planète où on a de l'oxygène. Donc ça va jouer un rôle important sur le développement et l'évolution des écosystèmes. La Terre va plonger par la suite dans une période d'anoxie sans oxygène pendant très longtemps. Et par la suite, ça va repartir vers 700, 800 millions d'années après une glaciation. Donc on a 2 périodes de montée d'oxygène. Et comme par hasard, ces 2 périodes-là, ils vont coïncider avec la période gabonaise, la période australienne, et par la suite, on va voir apparaître toute la période sur laquelle Darwin s'est appuyé dans le Cambrien. Donc, en fait, le vivant, il a commencé déjà à s'organiser largement avant la période Darwin. Donc, en fait, si on remet les choses sur le fameux schéma très, très schématique d'ailleurs, hein, alors, il y a 1,5 milliard, on peut se poser la question. La question est simple. Quand on parle de milliards, la conservation, elle n'est pas toujours aussi bonne. Donc, c'est pour ça que le Maroc est un pays extraordinaire pour la préservation du patrimoine géologique. L'Afrique, on a fait l'expo, l'Afrique perçoit des origines de la vie. L'Afrique, d'une manière générale, le Gabon en particulier sur des périodes-là, il y a énormément de choses à observer. Alors maintenant, je vais voir, mais sincèrement, je pense qu'on n'a pas beaucoup de temps. La question qui se pose, la vie, elle se maintient, elle est la vie. Bon là, vous avez bien compris, hein, un long chemin tumultueux, hein, avec des périodes d'émergence, de crise, hein, voilà. Elles s'installent, elles sont depuis 3,5 milliards d'années avec les bactéries, mais en multicellularité complexe 2 milliards d'années, en tout cas aujourd'hui. Mais vous avez une installation, traversée de crise, des extinctions, des adaptations, des diversifications. Tout ça, c'est le chemin parcouru par le vivant depuis très, 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 très longtemps. Donc, on n'est que de passage, bien entendu. Et le futur, je veux pas être pessimiste, c'est pas mon objectif, mais on se pose la question. Alors, on n'aura pas le temps, je vous préviens tout de suite, parce que mes 40 minutes, je suis pas où j'en suis. Voilà, et au niveau de l'échange, mais je vais juste montrer quelques diapositives pendant ces 5 minutes. Alors, l'anthropocène, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, c'est un terme nouveau, hein. Ça date de 2000, hein, en fait. Mais en fait, il y a quand même un visionnaire, il s'appelle Georges Buffon. Il a écrit un bouquin, il s'appelle Les époques de la nature en 1778. Hein. Et qu'est-ce qu'il écrit? Il dit « La face entière de la Terre porte aujourd'hui l'empreinte de la puissance de l'homme. » À cette époque-là, on ne parlait pas de révolution industrielle, on ne parle pas d'essais nucléaires, c'était quand même 300 ans avant. Hein. Et donc, ce n'est qu'en 2000 que 2 chercheurs, un biologiste et un chimiste prix Nobel, ils ont pu évoquer pour la première fois le terme anthropocène. Alors, le terme anthropocène veut dire une période géologique nouvelle, on va dire, qui en fait montre l'impact de l'homme qui va marquer et transformer, ou la capacité de l'homme à transformer et impacter les écosystèmes, donc la planète Terre, à travers nos activités diverses et variées. Donc ça, alors ce terme anthropocène, pour la petite histoire, c'est un terme qui est quand même débattu. Pour certains, oui, effectivement, on a une anthropocène qui va démarrer à un moment, et notamment en lien avec la révolution industrielle. Mais pour certains, les changements climatiques et les changements de température ont toujours existé et on n'avait pas besoin de la révolution industrielle, ce n'est qu'un plus. Ça, après, c'est le débat scientifique. Donc, en fait, la planète Terre, voilà, la question comment on la souhaite, nous, comment on la veut. Est-ce qu'on la veut plutôt très chaude, tiède, température plus fraîche, froide, glaciaire. Donc ça, c'est ce qu'on aimerait. Alors, je sais pas, il faut choisir.
Et ça, il y a des choses qu'on contrôle, mais il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Et donc, pour cela, faut savoir, juste pour que les choses soient claires dans vos têtes, nous vivons actuellement des changements, bien entendu, on le voit avec des augmentations de gaz à effet de serre. Il n'y a pas de souci, on voit tout ça. Et donc, en fait, ce qu'il faudrait savoir, c'est que notre planète Terre a connu des variations climatiques régulières durant toute son histoire. Et ce que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle le forçage astronomique et climat. Alors, je vous explique ce que c'est pas très compliqué. Ne soyez pas effrayés par cette figure. Dans la partie centrale, vous avez le Soleil. Et autour du Soleil, le petit cercle bleu, c'est la planète Terre. Et vous voyez, la planète Terre, elle fait le tour du Soleil, bien entendu. Cette planète, elle a un axe. Parfois, il est incliné vers le Soleil. Parfois, il est incliné de l'autre côté. La Terre, parfois, elle est proche du Soleil. Parfois, elle est loin du Soleil. Et en fonction de l'inclinaison de l'axe, en fonction de la proximité ou de l'éloignement de l'axe, eh bien, vous allez avoir froid ou chaud, pour résumer, ou tiède, on verra en fonction des conditions. Donc, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que, alors ça porte un nom, hein, je ne vais pas vous embrouiller, l'obliquité, l'excentricité, la précession. Alors, tout cela, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 20 000 ans, hein, pas beaucoup, hein, 40 000 ans, 100 000 ans, ce sont des fréquences, on appelle la fréquence de Milankovitch, c'est celui qui a découvert ça, où la Terre va passer de période glaciaire à interglaciaire. Glaciaire, c'est-à-dire, on va dire, froid, chaud, froid, chaud, froid, chaud, en fonction de cette... Donc, en fait, c'est des choses qui sont naturelles. Ils se produisent d'une manière naturelle sans l'impact de l'homme. Après, l'impact de l'homme, évidemment, il va accélérer le processus, il va un tout petit peu le dérégler, et voilà, les conséquences, bah, vous le connaissez, bien entendu. Donc, les phases cycliques d'expansion de contrainte des calottes glaciaires, toutes les calottes glaciaires que vous voyez aujourd'hui en train de fondre pratiquement à vue d'œil, vous l'avez dit, le terme est sorti, ça se faisait, ça se fait toujours. Dans le cadre de cyclicité de Milankovitch, il n'y a pas de souci, mais pas à cette fréquence et pas à cette rapidité que nous vivons aujourd'hui. Donc en fait, le niveau de la mer, je vous prends juste un exemple et on va arrêter avec ça, les phases cycliques d'expansion, de contraction des calottes glaciaires, parce qu'une calotte glaciaire, quand elle est importante, qu'est-ce qui va se passer? Elle va piéger beaucoup d'eau et le niveau de la mer va être bas. Donc, qu'est-ce qui va se passer concrètement? Vous avez une période où le niveau de la mer va être moins 50 mètres par rapport à aujourd'hui. Donc, c'est toujours ces périodes de cyclicité. Quand il fait froid, beaucoup de glace, ça baisse. Mais si la glaciation est encore plus importante, le niveau de la mer a baissé il y a 20 000 ans, par exemple, et ça c'est quelque chose qui est extrêmement connu et étudié, jusqu'à moins 120, moins 130 mètres par rapport à aujourd'hui. C'est-à-dire, si vous êtes à Essaouira ou à Safi ou à Jadida, eh ben, il faut faire beaucoup de kilomètres parce qu'il faut compter les 120 mètres, pas en distance comme ça, mais en vertical. Hein. Vous voyez, c'est pas la même chose. D'accord? Donc, il y a tellement à dire sur l'Anthropocène. Malheureusement, on n'a pas le temps. Ça fera l'objet d'un autre truc. Mais en tout cas, pour les questions, je reste à votre disposition et merci pour votre attention.